Bonjour à tous, bienvenue dans la dernière émission de la semaine. 13 minutes pour vous donner toutes les bonnes nouvelles du coin. Et aujourd'hui, on va vous raconter une histoire locale géniale, j'ai envie de dire, pour reprendre les rubriques de l'émission quand on était en grand format. On va retrouver bientôt, j'espère. Un parcours de vie avec la gastronomie en fil conducteur. Cette vie, c'est celle de Kylian Stengel. Bonjour Kylian. Bonjour. Que cette émission connaît bien puisque tu as été chroniqueur. Oui, c'est une époque. Et on parlait de gastronomie. On va aujourd'hui encore parler de gastronomie. Tu es auteur gastronomique, enseignant-chercheur aussi à l'université. On va se pencher un petit peu sur quelques années de ta vie et raconter un peu ton histoire. Puis danse, peinture, bien-être en famille, ça c'est le programme des ateliers Ancrage en famille. Ça se passe à la maison de Bégon de Blois et c'est Rebecca Rény qui est venue nous les présenter, ces ateliers. Vous êtes danseuse, chère Rebecca, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre Merci. émission. Et on terminera, même on va commencer tout de suite avec Joël Afkin. Salut Joël. Bonjour Émilie. Notre libraire en chef dans cette émission de livres dans ta sélection de cette semaine. On commence par lequel? Eh bien, par L'Homme Chevreuil Ah oui, mais alors, elle est dingue cette histoire. de raconte. Geoffroy Delorme aux éditions Les Arènes. Une histoire incroyable, un vrai récit vécu. Ouais. Puisque Geoffroy Delorme, dans les années début 2000, a passé 7 ans dans la forêt de Louviers en Normandie. Peu à peu, rencontre avec un premier chevreuil et puis il s'immisce. Voilà, il amène un sac de couchage au début et des conserves et puis finalement, petit à petit, plus rien du tout. Il abandonne, pas de tente, pas de tente, protection, du rien, tout. vraiment comme Voilà. un chevreuil. Il apprend surtout à se protéger de l'humidité. Parce qu'il dit que c'est le plus dangereux voilà, quand on vit en forêt. Et il apprend à communiquer avec les chevreuils, à se nourrir, alors pas comme les chevreuils, mais quand même de glands, de châtaignes, de baies, etc. Et en fait, il comprend aussi pourquoi eux, ils se nourrissent comme ça. Parce que les baies, c'est de la vitamine, enfin, voilà. Mais c'est incroyable, c'est aussi cette histoire, c'est fou, enfin, je veux dire, de dénuement, de vie au contact de la nature totale. Qu'est-ce qu'il a appris finalement? Qu'est-ce qu'il transmet dans ce livre? Il dit qu'il s'est appris lui-même et que les chevreuils lui ont enseigné sa propre histoire, son propre état d'homme. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une vraie communication entre les animaux et l'homme, et que d'habitude, souvent d'ailleurs, il le raconte, les chasseurs, évidemment, qui débarquent, c'est toujours la peur, tuer, vaincre, l'agression, etc. Alors qu'il apprend au chevreuil à comment se protéger justement des chasseurs, aller dans des zones protégées où les chiens n'iront pas. Attends, on vient de me dire 1 minute dans l'oreille, il faut qu'on parle du deuxième livre, L'Homme Chevreuil, 7 ans de vie sauvage par Geoffroy Delorme, aux éditions Arènes, 14,99 €. Deuxième livre, Billy Wilder et moi. Voilà, on met sa peau de bête à la fin et on s'en va dans la forêt. Voilà, Billy Wilder, alors ça n'a rien à voir avec le premier récit. C'est vraiment un immense réalisateur. Et Jonathan Coe, qui est vraiment un très très bon écrivain anglais, nous raconte cette histoire de tournage de Fedora, qui est l'avant-dernier film de Billy Wilder, avec entre autres Mark Keller, Henry Fonda, enfin voilà, William Holden. En fait, c'est aussi la fin d'un monde. Il raconte à travers Fedora, la fin de l'or du cinéma. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce livre? La construction, le regard, parce qu'en fait, bon là, on n'a peut-être pas le temps, mais ce qui m'a plu, c'est vraiment l'âge d'or du cinéma qui c'est un livre historique, pratiquement. S'en va. D'ailleurs, dans le récit, Matt Keller vit avec Al Pacino. Al Pacino, il ne joue pas dans le film, mais c'est aussi déjà une autre génération qui arrive aussi. Voilà, une autre génération Bien de sûr. films. Et en même temps, ça m'a donné vraiment envie. Je suis allé chercher, regarder le film Fedora, finalement, qui nous raconte j'aime bien, à travers le livre. Un peu le livre. Du coup, certains l'aiment chaud que je n'avais pas vu depuis X temps, La Garçonnière, parce que Billy Wilder, c'est quand même, je veux dire, des films incroyables. Et aussi la vie de ce metteur en scène. Je ne la raconterai pas là.
mais une vie très difficile qu'il a vécue avant d'arriver à Hollywood. À découvrir donc Billy Wilder et moi de Jonathan Coe, c'est chez Gallimard. Voilà. Et ça coûte 22 €. Bien sûr, tous ces livres sont à la fameuse boîte à livres et vous pouvez les retrouver sur boîtealivres.com ou les rencontres aussi avec les écrivains vont reprendre. Allez voir l'agenda. On va notamment voir notre Hervé Letellier, le prix Goncourt qui va venir tout début juin. L'anomalie, voilà. Exactement. Allez tout de suite, le local génial du jour un peu, c'est lui, c'est Kylian Stengel. C'est bon, je l'ai bien proposé? Oui, tout va bien. Je l'ai bien prononcé, pardon, mais je me trompe dans les mots. Auteur gastronomique et enseignant-chercheur ici en Touraine. L'actualité de Kylian, c'est donc ce livre paru il y a quelques semaines, Cuisine fantastique et alimentation de fiction. Ça, c'est aux éditions de l'Harmattan. Il est génial ce livre. À qui il s'adresse? Alors, il s'adresse au grand public. C'est une composition qui a été faite avec différents acteurs, différents prescripteurs, un petit collectif, autant des chercheurs que des auteurs de la science-fiction qui ont essayé d'amener chacun leur vision des choses, leur version. Puis sur ce sujet-là, c'est très facile. Il suffit de se lâcher et de raconter ce qu'on veut. Donc, ça a été plus du plaisir que de la recherche. Qu'est-ce que tu as découvert, toi, dans ce livre? Alors que la fiction de l'avenir est vue de manière très positive par certains et très inquiétante pour d'autres, où l'anthropophagie arrive rapidement dans l'esprit de certains futuristes. Oh mon Dieu, aujourd'hui, on l'a compris, hein, tu es expert en gastronomie, tu es enseignant-chercheur, je le redis, à l'IEHCA, qui est l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, qui est ici, hein, en Touraine, chez nous, à la Villa Rabelais, hein, c'est ça? Tout à fait, à la Villa Rabelais, boulevard Béranger. Exactement, mais tu n'étais pas destiné, on va dire, à cette carrière dans la gastronomie, dans la recherche, etc. Tu es rentré dans la gastronomie par la cuisine, par la petite porte? Même par la petite porte de serveur. De service, plutôt, c'est ça. Mais bon, toutes les vies, finalement, ont une originalité, celle d'avoir été vécues, simplement. Si on s'est regardé. Voilà. Et pour ma part, comme le montre l'image, j'ai simplement été un très très mauvais collégien, comme se pose certainement la question beaucoup de collégiens actuellement. Et pendant les années de 3e, 4e, je travaillais dans des petits restaurants pour me faire un petit peu de pognon. Des petits restaurants et puis des... Et puis voilà, il y a un 3 étoiles Michelin qui m'a proposé de venir collaborer. J'ai fait ma carrière un petit peu grâce à lui, Marc Menot, à Vézelay, et durant lesquels j'ai pu rencontrer des personnages un petit peu originaux, comme on a vu Serge Gainsbourg, Rostropovitch, des fois des gens connus, mais des gens beaucoup moins connus qui apprennent beaucoup plus. On ne se rend pas compte en tant que client que finalement le serveur apprend beaucoup à travers le client quand il y a un échange qui arrive à se faire. Et puis pour ma part, j'ai surtout observé les maîtres d'hôtel, comment ils parlaient, la manière de présenter, d'argumenter les produits, la culture qu'on essayait de transmettre sur le produit, et puis aussi l'interactivité qu'il y a entre la culture bourguignonne, par exemple, chez Menot, et celle du consommateur, le client qui pouvait être étranger. Je pense à la princesse Murazé et le prince de Bourbon, pour qui j'avais participé à l'organisation du mariage. Et il y a eu des conflits culturels entre les différents territoires. Oui, c'est très culturel, l'alimentation, voilà, bien sûr. Ces sujets-là que petit à petit, j'ai essayé de garder au fil du temps et que j'ai essayé de mettre en place une fois que j'ai été enseignant en école hôtelière et puis jusqu'au jour où l'Institut des cultures de l'alimentation m'a proposé de rallier l'équipe. C'est ça. Aujourd'hui, tu es auteur de livres qui font assez référence sur la gastronomie. Tu es venu avec plusieurs d'ailleurs sur ce plateau. Tu es multimédaillé du mérite agricole notamment. Bah oui, arrête de faire... C'est vrai. Qu'est-ce que tu essayes de transmettre en fait aujourd'hui dans tes livres, dans tes cours, dans tes écrits sur la gastronomie? La première médaille qui est apparue, c'est celle qui est très originale, une association qui avait été créée par mes aïeux qui s'appelait La Gigouillette, qui était là plutôt pour transmettre des valeurs de philanthropie. Et si je devais aujourd'hui souligner ce que j'essaye de transmettre, même s'il y a toujours un focus sur l'anthropologie, le terroir viticole, un bouquin sur le couscous, à chaque fois, ce que j'essaye vraiment de mettre en exergue, c'est plutôt l'humanisme, la relation interculturelle qu'il peut y avoir entre ces différents territoires, ces différents prescripteurs, et puis une vision aussi de rapprochement des individus, que le repas est avant tout là pour réunir les individus, les faire se rencontrer. Pourquoi pas des rencontres à travers des bouquins comme Joël, mais les faire se rencontrer plutôt que les faire se détordre en termes de vision de ce qui est bon chacun les uns pour les autres. Je pense, moi, qu'il existe non pas des bonnes et des mauvaises choucroutes, mais uniquement des choucroutes que chacun apprécie à leur manière. Ah, t'as raison. On la mange avec quoi, la choucroute? De la mayonnaise? C'est ce qu'ils faisaient dans ma belle famille. Là, j'étais pas d'accord. Ah oui. Parce que dans ta belle famille, une choucroute, elle est faite à base de quoi?
Je sais pas, du porc et du chou. Eh ben oui, sauf que j'ai appris en arrivant à l'Institut des cultures et l'alimentation, en écoutant des historiens, qu'une vraie choucroute, à l'origine, c'était une recette juive. Il n'y avait pas de porc dedans, c'était des quenelles de Dingue. veau. Et ben voilà, si vous voulez découvrir tant de choses, parce que là on a fait, on va dire, c'est ce que je dis souvent, mais le gâteau apéro de Kylian, eh bien vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet kilianstingel.com et on se revoit bientôt, on refera un petit point. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, on parle de danse, d'atelier, de plein de choses dans la bamboche, ça continue. Danse, peinture, bien-être en famille, ça c'est le programme des ateliers ancrage en famille à la maison de Bégon de Blois. Rebecca Régnier est ici pour nous en parler. Vous êtes danseuse, vous, Rebecca? Oui, je suis danseuse hip-hop, spécialité pop, parce qu'on dit la danse hip-hop, mais c'est les danses hip-hop. Ouais, les danses hip-hop. Ça a émergé dans les années 70 sur de la funk, et du coup, voilà. Le pop, c'est... Voilà, Smurf, c'est les mots français, mais le pop, du coup, c'est en gros la danse de Michael Jackson. Les blocages, les glissades, le robot. L'idée, c'est quoi de ces ateliers ancrage en famille? On est dans la transmission un peu aussi. Hein. Oui, ancrage en famille, en fait, c'est une déclinaison du projet Holy Move. Move pour mouvement, Holy pour holistique, corps, cœur, esprit. Voilà, moi, en tant que danseuse, ma danse, je l'ai expérimentée sur scène, en spectacle de rue, dans le domaine artistique. Je l'ai aussi expérimentée dans la pédagogie, avec des actions scolaires, des stages réguliers avec les enfants, foyers socio-éducatifs. Et j'ai aussi, du coup, porté un regard sur le corps et donc fait une formation de shiatsu qui me donne encore un autre accès sur une vision totalement opposée à l'Occident. Holistique, là, on est vraiment dans la complémentarité. Et donc, ça m'a donné un regard sur le mouvement et je me suis rendu compte que dans toutes ces actions-là, c'est le même corps qui agit et que finalement, il n'y a pas de séparation. Donc, voilà, j'ai voulu ramener sur ce projet Holy Move, rompre... on va dire, créer du lien plutôt dans casser le les barrières même. Donc c'est intergénérationnel, avec l'idée que finalement de séparer les générations, je trouve qu'on perd quelque chose. Donc, à partir de quel âge on peut commencer à venir aux ateliers? Là, ils avaient 3 ans. C'est de 0 à 99 ans, en gros, que la richesse, elle est dans l'échange des générations dans les sociétés où... Mais ça, c'est génial parce que d'habitude, quand on dit en famille, on imagine la maman, le papa qui vont emmener l'enfant. Mais effectivement, on peut y aller avec les grands-parents, avec les tontons. Là, c'est l'idée aussi de partager parce que un moment. souvent, sur le temps de loisir, on se dit, quand on n'a pas les enfants, on va prendre un temps pour nous. Mais en vrai, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, l'idée, c'est de créer ces espaces où l'enfant et le parent... prennent du plaisir et ensemble et créent une mémoire commune au travers d'un art ou du bien-être ou de la peinture. Comment ça se déroule concrètement? Parce qu'on a vu quelques images passer avec ces enfants qui sautaient sur les toiles. Concrètement, c'est autour de 3 modules. Donc, il y a un module danse où on apprend une chorégraphie un peu basique, un peu flash mob, on va dire. Et là, les parents qui galèrent parce qu'ils ont perdu la coordination, c'est ça, les enfants sont meilleurs. Ça, justement, des fois, les enfants sont surpris et ça, je trouve ça hyper intéressant que l'enfant puisse porter un autre regard, voir son parent exister autrement qu'en tant que parent. Ça, c'est vrai. Et donc, du coup, ils sont peut-être plus à l'aise ou des fois, voilà. Donc, il y a danse, il y a peinture danse. L'idée, c'est de voir ce que le pas crée comme trace au sol. Ouais. Donc, avec j'ai voulu en fait qu'il y ait un lien qui se crée entre visible et invisible, pensée abstraite et action. Et donc, voilà, on crée une peinture, on ne maîtrise pas, parce que du coup, avec les pieds, on ne peut pas rentrer dans la mentalisation de ce qu'on va faire. C'est vrai. Mais au travers de ces traces, après, il y a un regard porté et qu'est-ce qu'on voit apparaître. Donc, et la fin, et la troisième step, on n'a pas le temps d'en parler, donc c'est pas grave, ils seront bien obligés d'y participer. C'est le shiatsu et voilà. Shiatsu. Et donc à la fin, on crée un spectacle avec tout ça, parce que j'organise en fait. Les gens qui viennent en fait sont un pinceau et une peinture, et à la fin, on fait un spectacle participatif, comme un défilé dans les mariages. Au milieu, c'est le Soul Train. Hein. Et du coup, ça m'énerve parce que le concept, il est génial, mais c'est vrai qu'on est pris par le temps. Mais je vous invite vraiment à aller découvrir cet atelier. C'est jusqu'au 30 mai, hein. C'est ça, Rebecca? Oui, voilà. Et puis, c'est à partir de 2 ans jusqu'à, vous l'avez compris, 99 ans. C'est gratuit aussi. Le numéro de téléphone est sur votre écran. C'est le 02 54 43 35 36. Pour tous les renseignements sur la programmation de la Maison de Bégon, comme les ateliers, c'est www.maisondebégon.com. C'est la fin. C'est à Blois? C'est à Blois, voilà. Mon cher ami, tout à fait. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je vous remercie d'y avoir participé. Kylian, c'était un plaisir. Rebecca, à bientôt. Et toi, je le suis, on se dit à très bientôt. Je tourne dans la forêt. Et ça met ta peau de bête. Nous, on se retrouve mardi parce que c'est un week-end à rallonge. Passez un excellent week-end sur TV de Tour Val de Loire. Salut!